De Marguerite Humeau, certains disent qu'elle est artiste, d'autres disent qu'elle est designer. Je leur répondrai que si elle se pose des questions, comme elle le fait d'ailleurs très bien, c'est qu'elle est au moins chercheuse. Et puis si elle enseigne dans notre master espace et communication ici à la aide, c'est qu'elle considère l'enseignement comme partie prenante de sa pratique. Alors serait-elle prof? Mais à vrai dire, il semble surtout facile pour ses interlocuteurs de trancher sans tergiverser et d'affirmer qu'elle est plasticienne. Mais non. Je trouve ça léger, simpliste, étroit, voire même inutile de devoir cataloguer Marguerite Humeau, de devoir lui infliger une étiquette, tant sa pensée et sa pratique renouvellent le champ de la pensée classique d'un design désuet, qui s'enlise et ne répond pas aux enjeux de notre futur proche. Marguerite est de ceux dont nos disciplines parfois poussiéreuses ont besoin, de ceux dont nous, étudiants, avons tellement besoin, car elle est de ceux qui savent lier curiosité et ingéniosité pour élargir les domaines de réflexion qui s'offrent à notre territoire disciplinaire, et ainsi nous montrer le chemin pour pousser les portes des plus grandes institutions, du Palais de Tokyo à la Tate Britain, du MoMA au jardin du Palais de Versailles, et ce, à juste 30 ans. Quel exemple! C'est la raison pour laquelle, alors que nous nous trouvons tous ensemble à assister à ce colloque qui entend célébrer un dialogue avec le futur, et ce, à part égale entre l'art et le design, dépassant les clivages formels ou fonctionnalistes, clivages d'un autre âge, qu'une personnalité comme Marguerite Humeau incarne le champ du possible nécessaire et indispensable pour que le design ne se recouvre pas d'une fine poussière et demeure bien rangé sur des étagères. Alors trêve de présentation classique, revenant sur son parcours ou ses études, même s'il fait bon de rappeler que sa première exposition personnelle a été réalisée ici, à Genève, dans l'Experimental Design Project Room par Alexandra Midal. Ce qui importe chez Marguerite Humeau, c'est surtout d'évoquer son présent et son futur. Laissez-moi donc, au nom de l'école, lui dire merci. Merci de nous accompagner, d'être un modèle pour nous, étudiants du Master Espace et Communication. Et merci surtout d'être présente aujourd'hui. Oui, Marguerite, merci. Mais avant de conclure, je profite de cet instant pour te poser une question. Tu alimentes et irrigues tes projets à la source d'une cosmogonie ancienne, et on pourrait même y déceler l'exact opposé, comme tu me l'as confié, à savoir un futur quasi imperceptible te permettant de questionner notre modernité. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure cet ancrage archaïque, voire immémorial, pourrait nous éclairer et apporter des pistes pour définir un potentiel futur proche. Merci. Merci beaucoup Clément pour ton introduction et merci beaucoup à la aide de m'avoir invité pour donner un talk ce matin. J'en suis extrêmement honorée. Je voulais commencer par une photo que j'ai prise dans mon studio avec une de mes amies il y a quelques semaines. C'est un hommage à David Cronenberg et je pense que ça va expliquer beaucoup de tout ce que je vais vous raconter après. Mon amour infini pour David Cronenberg. Donc, si je devais résumer mes quêtes, je dirais qu'elles visent toutes à réanimer, à ressusciter, à réactiver des mondes, des écosystèmes, des êtres, des créatures, des voix parfois, surtout des situations qui sont soit préhistoriques, éteintes, disparues, inaccessibles, en tout cas surtout inaccessibles dans le temps et dans l'espace. Et en général, donc je commence par définir une énigme et je rassemble des équipes autour de moi, des dizaines, parfois des centaines de chercheurs, pas forcément seulement des scientifiques, parfois bien sûr des zoologues, des paléontologues, mais aussi des sourciers, des conspirationnistes, des femmes qui parlent aux plantes dans la forêt amazonienne, qui vont m'aider à spéculer sur les mondes, les situations que j'essaie de recréer. Donc ensemble, on va formuler une série d'hypothèses et en général, je vais en choisir une que je mets en scène dans des installations à l'échelle 1, monumentales, qui inclut à la fois des sculptures monumentales, des voix, du son, des fresques et toutes sortes d'autres éléments. Je vais commencer par vous parler de deux projets. Un projet que j'ai réalisé l'an dernier, qui a d'abord été présenté au Palais de Tokyo et ensuite à Nottingham Contemporary, qui s'appelle Fox P2. Et ensuite, je vous parlerai d'un projet que j'ai réalisé cette année qui s'appelle Riddles Énigmes et qui a été présenté dans 5 musées différents ces 6 derniers mois. Donc, je vais commencer par vous montrer le trailer de Fox P2. Je crois qu'il n'y a pas de son.
Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Je peux essayer de chanter, mais j'ai une très mauvaise voix. Ça va pas. Ah, ok. Waouh, merci. Ça devrait aller. Donc FOXP2, c'est le nom d'un gène qui est responsable du développement des cordes vocales. Et j'ai lu que les scientifiques pensent qu'il y a à peu près 100 000 ans, ce gène, qui est présent chez la plupart des animaux sur Terre, a muté chez un homme, un individu seulement. Et donc la mutation de ce gène a permis aux cordes vocales de cet individu, à son larynx, de descendre. Et donc la descente du larynx, c'est ce qui nous a permis de pouvoir développer une forme de langage sophistiqué et donc une forme de pensée sophistiquée. Noam Chomsky l'appelle une single chance mutation, donc c'est un hasard total de l'évolution, ce qui veut dire que ça n'aurait pu jamais arriver. J'ai trouvé absolument incroyable de penser qu'un micro-événement comme la mutation de ce gène, qui en plus est une coïncidence, soit à la base, à l'origine de tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui en tant qu'humains. Et donc j'ai demandé à des zoologues, selon eux, si FOXP2 n'avait pas évolué chez l'homme, chez quel animal il aurait pu évoluer. J'ai reçu beaucoup de réponses différentes, des éléphants, des loups, des chiens, etc. Mais la réponse qui revenait le plus souvent, c'était les éléphants. Et il y a un chercheur qui m'a raconté, un chercheur d'éléphants, qui m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée très émouvante. En fait, il était dans la jungle et il a découvert le corps d'une matriarche qui visiblement venait de mourir. Et toute sa famille s'est rassemblée autour d'elle. Pendant 3 jours, la veillée. Le premier jour en silence, ont touché son corps avec leur trompe. Le deuxième jour, sont allés chercher des feuillages et des branches et ont ramené ces branches pour recouvrir son corps. Et le troisième jour, se sont tous rassemblés autour de son corps, se sont retournés, se sont mis à barrir tous en même temps, se sont arrêtés soudainement et sont partis. Donc ce chercheur pense que c'est ce on peut imaginer que c'est une forme de rituel funéraire chez des éléphants.
Donc j'ai choisi les éléphants et j'ai imaginé dans mon projet que leur événement FOXP2, c'est-à-dire le moment déclencheur d'une forme de pensée et d'émotion plus sophistiquée, était la mort d'une matriarche. Donc l'exposition se présente comme un showroom dans lequel je présente cette hypothèse. Au milieu, la matriarche éléphant a été conçue pour mourir. Elle a un cœur qui bat, qui est injecté avec du poison, des poisons qui sont normalement associés à utiliser dans les processus d'euthanasie. Et donc elle a été conçue pour mourir à l'infini en boucle. Et ensuite, toute sa famille, donc, ils ont tous des noms. Jean, qui est à gauche, et un éléphant qui a été conçu pour s'émerveiller devant la scène. Donc ça, c'est Echo, la matriarche, en train de conçue pour mourir. Un fœtus, Bastien, qui est conçu pour naître à l'infiniment. Enid, une pleureuse qui a été conçue pour être triste, qui est injectée avec des hormones liées à la tristesse, et aussi avec des vraies larmes d'éléphant que je suis allée chercher en Thaïlande l'hiver dernier, dans une réserve d'éléphants. Toute cette civilisation est posée et présentée sur une moquette rose qui a été teinte avec de l'humain liquide. C'est une formule que j'ai mise au point l'an dernier, qui me sert à la fois c'est un outil matériel mais aussi conceptuel. Donc l'humain liquide, c'est tous les éléments chimiques d'un être humain qui forment des couleurs, et donc qui ont servi à teinter la moquette dans le cadre de l'exposition FOXP2. C'est aussi, dans FOXP2, on n'est pas vraiment sûr de si l'humain liquide, c'est une sorte de soupe originelle à partir de laquelle l'humain n'a pas encore évolué, donc l'humain n'a pas encore existé, ou alors si c'est à la fin, lorsque l'humanité s'est éteinte et que l'homme s'est fossilisé, s'est réduit en poudre et est devenu un paysage sur lequel d'autres formes de civilisation peuvent exister. Donc je voulais vous montrer cette carte qui est peut-être un petit peu obscure, je peux vous l'expliquer en 2 mots. Sur l'axe horizontal, c'est le temps. En admettant que le temps est linéaire, j'en doute, mais il fallait que j'ai un point de départ pour faire ma carte. À gauche, c'est le passé, au milieu, le présent, à droite, le futur. Et sur l'axe vertical, en bas, c'est lorsque je creuse dans la Terre pour obtenir des preuves de l'existence des fossiles, de l'existence de créatures qui n'existent plus. Et tout en haut, c'est dans les cieux, le royaume des cieux, pourquoi pas le paradis, le cloud peut-être aujourd'hui, le royaume des êtres immatériels. Et donc tous mes projets partent d'un point pour aller à un autre. Par exemple, j'ai réalisé un opéra de créatures préhistoriques, donc dans ce cas, c'était avant que l'humain existe, et ensuite, en imaginant un futur dans lequel le clonage serait possible, on pourrait recréer ces espèces. Dans un autre projet, j'ai ressuscité la voix de Cléopâtre, et surtout, donc je l'ai fait chanter une chanson d'amour de son époque dans toutes les langues qu'elle parlait, qui sont aujourd'hui toutes disparues. Donc dans ce cas, on peut imaginer que Cléopâtre appartient plutôt au royaume est plutôt dans le cloud, dans le royaume des êtres immatériels. Elle est une voix, mais qui n'a plus de corps. Je voulais aussi vous montrer une deuxième carte qui met en relation donc l'axe horizontal, c'est l'échelle humaine, en bas le royaume du micro et en haut du macro. Et j'essayais de comprendre la relation entre la permanence des mythes et la finitude des êtres, et comment dans beaucoup de mes projets je court-circuite la finitude des êtres, et bon, c'est expérimental donc pour voir ce que ça produit. Pour finir, je voulais vous parler de mon projet le plus récent qui s'appelle Riddles, énigmes, qui fait référence à l'énigme du Sphinx. Je me suis aperçue en faisant des recherches que le Sphinx existe dans toutes les civilisations, dans le monde entier, dans toutes les cultures. Il ne s'appelle pas forcément le Sphinx, mais c'est exactement le même hybride. C'est un hybride d'un lion avec un humain. Après, il y a des variations différentes comme le Hieracosphinx qui a les ailes d'un vautour, etc., etc. Il y a des dictionnaires de sphinx qui répertorient tous les types de sphinx qui existent depuis les origines de l'homme. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le sphinx a toujours la même fonction. Il a été designé pour protéger l'humanité d'ennemis potentiels.
Mais en la protégeant, il la dévore. Forcément, on pense aussi à la sphinx grecque qui dévorait les humains qui n'arrivaient pas à répondre à son énigme. Donc en reprenant ma carte, j'ai essayé de réfléchir à plutôt, au lieu d'essayer de réactiver le sphinx aujourd'hui, plutôt d'essayer de comprendre quelle forme, puisqu'on sait qu'il a toujours la même fonction, quelle serait sa forme aujourd'hui. Et mon hypothèse, c'est que peut-être les protocoles de sécurité aujourd'hui, comme par exemple les portes de sécurité dans les aéroports, sont des sphinx contemporains. Ils n'ont absolument pas la même forme, mais ont exactement la même fonction. Ils ont été designés pour nous protéger d'ennemis potentiels. En nous protégeant, ils nous dévorent. Sauf qu'aujourd'hui, l'horreur est contenue, elle est rendue complètement opaque, elle n'est absolument pas visible. Et donc dans ce projet aussi, ce qui m'intéressait, c'était l'idée d'un gore industriel. Donc c'est aussi une référence à Cronenberg, bien sûr. L'idée d'un gore industriel qui ne porte pas son nom, qui se cache derrière les surfaces métalliques des portes d'aéroport. Donc d'abord, j'ai voulu tester quelque chose d'assez nouveau pour moi, surtout formellement, au Schinkel Pavilion à Berlin. J'ai imaginé un sphinx qui serait une série de portes d'aéroport qui sont équipées avec des yeux et des mâchoires métalliques. Donc il y a des marteaux en métal qui cliquettent à l'intérieur de ces portes. On ne les voit pas, on les entend. Et on a l'impression, quand on arrive, que ce sphinx est prêt à nous dévorer, nous regarde et interagit avec nous, est prêt à nous dévorer. En réalité, le sphinx a été court-circuité et donc il n'y a absolument plus aucune interaction avec l'humain. C'était aussi pour tester l'idée que finalement le sphinx a besoin de nous dévorer pour exister, mais en même temps, si on n'existe plus, bien sûr, il disparaît avec nous. Donc en cherchant les origines du sphinx, j'ai émis plusieurs hypothèses. C'est une recherche que j'ai menée depuis janvier dernier. D'abord, j'ai cru que les origines du sphinx, j'allais peut-être les trouver dans les origines de la guerre. J'ai trouvé 2 tablettes. Celle-ci s'appelle la stèle des vautours, qui date de 2600 ans avant Jésus-Christ. Et on voit que les vautours et les lions sont représentés près des humains, combattent à ses côtés. Et ensuite, dans cette tablette qui s'appelle la Battlefield Palette, qui a été trouvée en Égypte, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit que ces mêmes animaux, les vautours et les lions, sont aussi ceux qui attendent que les humains soient morts pour les dévorer. Ce que je trouve intéressant, puisque ces créatures ensemble constituent le sphinx. Et donc, dès ses origines, on trouve cette ambivalence, on peut voir cette ambivalence entre ces créatures qui sont là pour nous protéger et pour combattre à nos côtés, mais qui sont aussi les premières à se jeter sur notre chair sans vie. En réalité, je pense que je me suis trompée en formulant cette hypothèse, parce que j'ai ensuite trouvé cette statuette qui date de 35 000 ans avant Jésus-Christ, qui s'appelle le Lion Man, qui est une des plus anciennes sculptures zoomorphiques de l'histoire de l'humanité. Et donc Lion Man, comme son nom l'indique, c'est un humain avec une tête de lion. Ce que j'ai imaginé être peut-être le premier sphinx de l'histoire de l'humanité. Je me suis dit que finalement, peut-être que ce sont les premiers hommes qui avaient inventé le sphinx à un moment où les humains n'étaient pas l'espèce dominante sur Terre, se faisaient dévorer par des bêtes sauvages, carnassières, et que finalement les premiers hommes, en voulant se protéger de leurs pires prédateurs, ont créé un dieu à leur image, donc c'est un dieu protecteur et à la fois menaçant. Donc je vais vous montrer 2 projets qui se répondent, que j'ai ouverts le mois dernier. Le premier à Versailles, dans les jardins de Versailles. J'ai imaginé un sphinx qui aurait été conçu pour protéger la Terre contre l'humanité. Donc je l'ai présenté comme une bête sauvage, donc qui le ramène à la fois à ses origines, mais en même temps, j'ai accéléré les processus de sécurité contemporains et je les ai réincarnés dans cette figure, donc en le plaçant comme une bête sauvage et en même temps en évoquant un futur potentiel dans lequel les sphinx, qui sont aujourd'hui les drones, qui prennent aujourd'hui beaucoup de formes différentes, auraient annihilé l'homme et protégeraient la Terre contre nous. Donc le sphinx a été placé dans il a créé une sorte de camouflage, une énigme, un labyrinthe qui est fait des plantes les plus toxiques qu'on peut trouver sur la planète, donc que j'ai extrait de manuscrits de Magie Noire.
J'ai ensuite travaillé avec les jardiniers des châteaux de Versailles pour les implanter dans le bosquet. Donc au départ, ce que je voulais, c'est qu'à gauche, c'est l'entrée du bosquet, c'est qu'on ait l'impression que c'était un jardin abandonné et que ces plantes avaient toujours été là. Elles ressemblent à une sorte de pelage de lion, donc finalement ce labyrinthe, c'est aussi le pelage du sphinx. Et peu à peu, elles se transforment en plantes toxiques qui peuvent ressembler à des vaisseaux sanguins, peut-être à une sorte de carnage végétal. Je pense qu'en ce moment, tout ce qui est vert au sol a dû devenir complètement rose avec le froid et le gel. Les couleurs se sont transformées. Et le sphinx a été recouvert des essences que j'ai extraites de ces plantes. Donc il y a une sorte de légère couche rose qui lui donne une teinte de chair. Il a absorbé l'humanité. Il est finalement aujourd'hui constitué de chair humaine. Et finalement, dans une dernière exposition que j'ai ouverte il y a quelques semaines aussi, à Zurich, à Haus Constructive, ici, le même sphinx est présenté très loin dans la galerie quand on arrive. Je repensais au récit de Indiana Jones où finalement on ne peut accéder à l'objet d'enquête qu'en ayant réalisé une longue aventure. Donc quand on arrive, il nous tourne le dos comme s'il était coupable et on doit marcher vers lui et faire le tour pour découvrir son vrai visage. Il respire et il a une auréole de lumière juste au-dessus de lui. Je pensais aussi aux représentations religieuses et comment finalement, ici, en recréant cette espèce de carnage original, c'est le moment de l'invention du sphinx, du Lion Man, et donc c'est aussi le moment où la bête devient un dieu, et donc d'où son auréole de lumière. Et à l'étage, j'ai imaginé un monument que les sphinx auraient inventé pour l'humanité, à un moment où les sphinx l'auraient complètement annihilé. La pièce a été entièrement recouverte d'ocre rouge, qui est une substance une poudre qui était utilisée par les premiers hommes pour recouvrir leurs défunts. Au milieu, au centre, le désert digital. Le désert digital, c'est un motif qui est normalement pixelisé, qui est utilisé par l'armée américaine pour cacher les humains de l'œil du drone. Et donc moi, j'ai demandé à une de mes collaboratrices de designer l'inverse, un camouflage pour les drones, pour se cacher de l'œil humain. Et je me suis inspirée d'un texte que j'avais lu dans lequel l'auteur disait que dans la vision du drone, le corps humain se liquéfiait pour ne devenir qu'un liquide dans son flot de vision. Donc le camouflage est réalisé à partir d'extraits de chair humaine. Tout en haut, ce sont des raptors, c'est une forme qui est utilisée aujourd'hui. Donc raptor, des rapaces. Ce qui est assez drôle aussi, c'est un objet qui est industriel, qu'on peut trouver sur des sites de sécurité. C'est utilisé souvent en chaîne dans les zones industrielles. Donc c'est un anti-human device, donc un objet anti-humain pour empêcher aux gens de rentrer dans certaines zones, que j'ai aussi remodelé et fait des tirages en peau d'humain artificielle. Et en bas, les deux tanks sont à peu près la taille de corps humains, comme des sortes de cercueils qui sont remplis aussi du même humain liquide dont je vous ai présenté la recette juste avant. Et ensuite, tout autour, j'ai réalisé une série de stèles, des stèles qui sont à la fois des stèles comme un monument en hommage à l'humanité, mais ces stèles sont en fait en réalité remplies de poudre d'os. Donc elles deviennent comme des cadavres, et bien sûr la scène fait aussi penser à une scène d'après-guerre. Pour finir, j'ai designé une voix artificielle, une voix synthèse qui beatbox l'origine du langage humain. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps pour vous la faire écouter, ça dure 8 minutes. Juste à la fin de cette pièce, la voix qui d'abord imite la nature, des sons, des oiseaux, etc. Sa voix se transforme, ensuite elle commence à inventer des mots, et à la fin elle joint un chœur,
Elle rejoint un cœur de 108 milliards de voix qui ont été toutes générées par ordinateur. 108 milliards, c'est le nombre d'humains qui n'ont jamais existé sur Terre depuis les origines de l'homme. Au bout de 10 minutes, le cœur s'arrête soudainement quand l'humanité s'éteint. Sur ces mots, merci beaucoup.